Hartung réquisition. Je m'attendais pas à ouvrir une vidéo sur ce terme, sur cette chaîne ou même dans ma vie en fait. Et puis voilà, des fois les titres s'écrivent eux-mêmes, des fois le niveau de connerie ou de dinguerie ou de fascisme tout simplement ambiant a atteint un tel seuil que voilà, je me retrouve dans cette situation surréaliste à ouvrir une vidéo sur Hartung réquisition. Alors pourquoi ? Parce que petit à petit, entre les vœux du président de la République qui sont déjà si loin derrière nous, et puis la loi de programmation militaire, et puis l'arrivée de l'uniforme à l'école d'ici 2026, un uniforme très martial, un uniforme très sérieux qui nous rappelle absolument la phrase de Victor Duruy, un des pères de la fameuse école de la République que l'on cherche encore. L'école doit être l'antichambre de la caserne. Et bien la Troisième République avait lancé cette mode avec tout le caractère sanglant qu'on lui connaît. Et maintenant, l'école comme antichambre de la caserne, ça semble à nouveau être dans l'air du temps avec cet excellent uniforme unisexe. Et puis à côté, donc, de plus en plus de déclarations martiales. Et bien sûr, je voulais ouvrir là-dessus. Réarmement démographique, inspirez-vous des Ukrainiens, ou de plus en plus de phrases aussi bien au Parlement en France que dans la presse, inspirez-vous des Ukrainiens, eux ils meurent jusqu'au dernier, ils ont le bon goût d'avoir eu plus de 500 000 morts, ça c'est ce que dit à la fois Scott Ritter et donc le colonel McGregor aux États-Unis sur la base des publications de David Dessay. Well, I think one of the big problems facing Zelensky right now is a PR problem, both in Ukraine and abroad. How do you square 500,000 dead? And here's the thing about Zelensky's numbers. You know, we know that there have been 400,000 obituaries for Ukrainian soldiers since the start of this war. C'est sérieux, pour Scott Ritter et pour le colonel McGregor, on a atteint les 500 000 morts côté ukrainien sur la base de l'analyse des cimetières et sur la base de l'analyse des avis de décès, des faire-part de décès bien évidemment militaires, ou en tout cas de personnes qui étaient engagées au front. Et puis on voit bien sûr la façon dont c'est réquisitionné, toujours, à savoir, envoyé dans un van et ensuite vous partez au front avec un minimum de formation pour une guerre dont plus personne ne sait vraiment pourquoi il l'a fait aujourd'hui là-bas. Alors la France est-elle en train de partir dans la même direction ? D'une part, vous avez cette rhétorique martiale à outrance, et d'autre part, vous avez un cadre législatif qui est en train de donner de la substance à cette rhétorique martiale. C'est ça le vrai sujet. Alors, vous avez eu une très belle émission dans Tocsin, je les salue, avec Maître Dearo Horekia et Ariane Biran, qui explique bien que non seulement on a cette rhétorique, alors d'un côté on a l'aspect légal, à savoir un cadre de loi maintenant qui le permet, puis Ariane Biran, bien sûr, analyse ça d'un point de vue psychologique. Elle nous dit là quand même, on est dans des biais psychologiques assez typiques des régimes totalitaires, avec bien entendu cette volonté du biopouvoir de contrôler la personne, de contrôler ses fonctions vitales, de contrôler sa pensée. Et puis Maître Dearo Horekia nous explique que c'est en fait aussi l'aspect purement légal de la réquisition. Et oui, en fait, on peut aujourd'hui réquisitionner à discrétion dans un cadre qui serait justifié par une menace légitime. Vous imaginez toute la latitude que vous avez pour interpréter ça. Une menace légitime ou perçue comme réaliste. Donc évidemment, le grand méchant Poutine qui va marcher sur l'Europe parce qu'on sait que c'est absolument ça l'idée. Rappelez-vous, dans les années 70, la politique italienne, la stratégie de la tension où on avait pu légitimer des attentats sous faux drapeau, typiquement les attentats de Bologne, et puis des abominations comme, d'une façon générale, les années de plomb, et les grosses dingueries qu'avait fait Licio Gelli avec la loge P2 en Italie, eh bien ça c'était justement parce que les méchants russes allaient marcher avec leur tank sur l'Europe, et ça justifiait toutes les saloperies fascisantes. La rebelote, le grand méchant Poutine va marcher sur l'Europe, ça va justifier toutes les saloperies fascisantes. Donc déjà, 500 000 euros d'amende et 5 ans de prison si vous refusez d'être envoyé au front en cas de réquisition militaire contre la menace rouge, la menace poutinienne, et la réquisition à discrétion de votre entreprise, de votre maison, de votre patrimoine et de votre personne en dernier recours. Vous laissez passer un peu de temps, vous reprenez les déclarations de certains hauts cadres de l'OTAN qui disaient qu'on doit se préparer à une invasion russe ou à une attaque, une confrontation directe avec la Russie. Vous voyez les déclarations d'Emmanuel Macron qui lentement sont en train de procéder d'une inception sournoise dans la tête des Français pour leur dire que ça serait pas complètement inenvisageable d'envoyer des troupes, des militaires français, sachant qu'on n'a même pas 80 000 personnels d'actifs aujourd'hui. Mais bon, ça serait intéressant d'envoyer des personnels français en Ukraine
pour se battre directement contre les Russes, provoquant donc la Troisième Guerre mondiale, vous l'avez bien compris. Bien sûr, sur le même fond, vous avez l'idée que la France devrait partager son arme nucléaire avec l'Allemagne ou avec toute l'Europe, pourquoi pas, laquelle Europe, bien sûr, prend des décisions sans la moindre élection. Rappelez-vous Ursula von der Leyen, qui avait déjà porté de très graves coups à la liberté d'expression et à la liberté d'information aussi, puisqu'elle refuse toujours de publier ses SMS avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, ce qui, dans une démocratie, est complètement inenvisageable. Et maintenant, voilà, vous aurez la possibilité, si par exemple la force de frappe française est mise sous direction européenne, les Français n'auront plus accès à l'arme atomique qu'ils payent et à leur propre armée qui pourra être employée à discrétion par des tarés de fonctionnaires européens qui sont entièrement non élus, égale à nouveau dérive fasciste. Alors pendant le Covid, bien sûr, on avait déjà vu comment on pouvait supprimer les libertés des gens en prétextant d'une crise. Une grande crise surestimée, etc. D'un coup, on pouvait supprimer la liberté d'expression, on pouvait censurer à outrance, on pouvait limiter la liberté de circulation, voire l'abolir. On pouvait enfermer les gens chez eux, leur faire signer des autorisations de sortie pour leur propre personne, et puis des grosses dingueries, plages dynamiques, etc. Ça, c'était vraiment l'échauffement, vous devez comprendre ça. Le niveau de complaisance des masses, et en particulier des classes moyennes, à ce genre de grande dinguerie fasciste, ayant été testé, il est probablement envisagé maintenant de passer la seconde. Donc cette fois, un contrôle de votre personne physique total et illimité, un contrôle de vos biens, une saisie, une réquisition. Vous savez bien que plus le peuple laissera ses dirigeants détruire ses libertés, prendre des mesures évidemment temporaires, il n'y a rien de plus permanent qu'une mesure politique temporaire. Je rappelle juste pour le fun que la TVA était censée être une mesure temporaire à l'époque où elle a été instituée en France. Et d'ailleurs, à l'époque, elle pouvait couvrir la quasi-totalité du budget de l'État, mais passons. Eh bien, rien n'est plus permanent qu'une mesure politique temporaire. Et les mesures politiques temporaires qui vont être prises et qui seront full fascisantes, là aussi Ariane Biran le rappelle bien, parce que le régime nazi, c'était un régime temporaire, c'était un petit régime d'exception qui a duré 12 ans et qui a emmené son peuple à l'abattoir de façon systématique, avec bien entendu comme point culminant la mise à disposition du corps d'autrui, que ce soit pour les Lebensborn, donc le programme de reproduction forcée, déjà, ça parlait de réarmement démographique, mais avec en plus tout cet aspect bien sûr de la race supérieure, et puis la mise à disposition des corps des gens avec les Volkssturm qui allaient se faire sauter, pas la fleur au fusil, mais avec leur Panzerfaust et leur fusil qui marchait plus ou moins bien pour sauver le Fatherland. Eh bien, on croyait que ça n'arriverait plus, surtout avec la Sacro-Sainte Europe qui était créée, soi-disant, pour empêcher ça. Puis aujourd'hui, on voit que, bien au contraire, en fait, la Sacro-Sainte Europe est en train de nous emmener là-dedans, sans contrôle démocratique aucun. Donc la rhétorique est là, les généraux en parlent, la presse en parle, les parlements et les corps constitués en parlent, et puis ils nous exhortent lentement à nous sentir coupables, parce qu'il y a ça aussi, il y a la culpabilité, bien sûr. Pendant le Covid, c'était, attendez, rappelez-vous la bonne rhétorique Arnold Schwarzenegger qui disait « Screw your freedom ». On baise vos libertés, allez vous faire foutre avec vos libertés. Voilà, acceptez, vous êtes tout de même des gros narcissiques et des gros égoïstes de vouloir prétendent avoir des libertés fondamentales. On n'a pas idée. La situation justifie l'abolition de vos libertés. Vous êtes un vrai salopard si vous n'abolissez pas vos libertés immédiatement. Donc, screw your freedom. Voilà les grands éléments de langage qui avaient été lancés par McKinsey à l'époque. Faire culpabiliser les gens d'avoir des libertés fondamentales que leurs parents et grands-parents avaient conquis de haute lutte, pour lesquels des gens étaient morts sur des champs de bataille et pour lesquels, je rappelle tout de même que Roosevelt avait dit que nous formons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un arsenal de la démocratie. Eh bien, cet arsenal de la démocratie, ce camp de la liberté, ce camp du bien qui justifiait d'aller faire la guerre en Irak au nom des libertés, Operation Iraqi Freedom, rappelez-vous, ça devait être Operation Iraqi Liberation, mais ça aurait été malvenu puisque l'acronyme UTPLE, le mot oil, c'était pas une blague, Eh ben non, c'était Freedom. Donc au nom de la liberté, on est allé tuer des centaines de milliers de gens en Irak et faire des millions de déplacés et ravager des vies et des infrastructures et des nations. C'était au nom de la liberté, et maintenant, ça c'est fini. Ça c'est saut année 2000, et à la limite année 2010, parce que c'était au nom de la liberté bien sûr qu'on a fait péter Kadhafi. Non, ça c'est fini. Maintenant, la décennie 2020, la nouvelle mode, la liberté se porte court, bien dégagée au niveau des oreilles, et au niveau de la nuque aussi, ça va venir.
Et bien évidemment, la liberté, c'est quelque chose de has-been. Donc, screw your freedom. Autant on pouvait tuer au nom de la liberté à très grande échelle dans les années 2000 et dans les années 2010. Maintenant, au contraire, vous êtes priés d'abandonner toutes vos libertés, s'il vous plaît, parce que la mode est dans cette direction. Donc, les réquisitions, l'abolition des libertés publiques avec une nouvelle crise, parce que si vous laissez vos dirigeants abolir vos libertés à chaque crise, eh bien, ils vont inventer des crises pour abolir vos libertés. Et vous ne les retrouverez jamais. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Si vous vous laissez faire maintenant, vous ne retrouverez jamais vos libertés. Point. Et bien maintenant qu'on marche vers la Troisième Guerre mondiale en chantant, on nous dit que le port de l'uniforme à l'école, un uniforme martial unisexe, et je rappelle vraiment, ne croyez pas, si on vous sort l'école de la République, sortez Victor Duruy, l'école doit être l'antichambre de la caserne, et Jules Ferry était parfaitement au clair avec ça. Donc quand on me sort le mythe de l'école de la République, qui n'est qu'un mythe, eh bien moi je rappelle pourquoi l'instruction publique obligatoire a été mise en place, vraiment à quelle fin et de quelle façon les écoles à l'époque étaient militarisées, avec la fameuse image d'Épinal, tu seras soldat, mon fils, et bien entendu les brigades, les bataillons scolaires où on avait des fusils, parce que l'école était l'antichambre de la caserne. Et bien entendu, dans l'entre-deux-guerres, vous avez un certain maréchal Pétain qui militait pour la même chose, même si en l'occurrence du temps de Victor Duruy et de Jules Ferry, c'était le centre-gauche, le légendaire centre-gauche qu'analyse si bien Henri Guillemin. Et bien plus tard, c'est Pétain qui va reprendre le même style de l'école martiale. Donc vous ne laissez pas avoir avec ça. Parler de réarmement démographique et imposer l'uniforme à l'école d'ici 2026, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Ça va vous former une génération qui sera prête à sauter pour son pays, parce qu'entre-temps, vous lui aurez appris, avec tous les contes de trolls à drapeau, qu'elle devrait avoir honte, screw your freedom, de ne pas imiter les braves Ukrainiens qui, eux, sont morts à coups de 500 000 aujourd'hui, contre le grand ennemi russe, bien entendu. Le grand ennemi russe, lequel, comme d'hab, veut nous attaquer, puisque c'est toujours l'autre l'ennemi, comme disaient des proches, l'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Donc c'est le grand méchant Poutine, bien sûr, qui nous attaquera, soyez-en certains. C'est pas nous qui allons le provoquer, ou c'est pas nous qui allons faire en sorte que ça se déclenche. Nous étant le camp de l'extrême occident, bien entendu, Washington et ses États satellites, comme l'Union soviétique, vraiment. Aujourd'hui, exactement comme dans Star Wars, la République devient l'Empire, eh bien, les États-Unis sont devenus pires que ceux contre quoi ils luttaient, c'est-à-dire qu'ils ont formé l'équivalent d'une Union soviétique 2.0 avec des États satellites qui appliquent directement la politique de Washington aujourd'hui. Alors, quelle est-elle ? Cette politique semble être d'aller droit vers la Troisième Guerre mondiale. Alors après, vous avez deux écoles. Vous dites soit, c'est juste Putin is the new Covid. Donc le Covid a permis de justifier des rêves humides de confiscation de liberté publique qui auraient été complètement inenvisageables 3 ans plus tôt. Donc, trouvons un nouveau Covid. Alors, soit ce sera un virus qui ferait 10% de morts, mais le problème de ce genre de virus, qui existe bien entendu, les laboratoires sont faits pour ça. Ah tiens, d'ailleurs au passage, une énième théorie du complot a été révélée vraie par le New York Times. Oui, il y avait bien 14 bases de la CIA en Ukraine, et ces 14 bases étaient proches du Donbass, voire dans le Donbass. Donc de là à dire que l'attaque russe de 2022 était vraiment ou pas vraiment unprovoked, c'était le terme que vous retrouviez dans la presse, je sais pas moi, si jamais les Russes mettaient une base du SVR au Mexique, 14 et à la frontière, je suis pas certain que les Américains le prennent bien. Déjà qu'ils sont allés inventer que l'affaire du portable de Hunter Biden était une intoxication russe, ce sont des agents de la CIA qui ont témoigné et c'était bien entendu faux. Et bien là, avoir la preuve de ce que vous aviez 14 bases de la CIA dans le Donbass, je sais pas comment les Russes auraient pu le prendre de base, et je sais pas si on peut pas considérer qu'à partir du moment où il y a eu des armes qui ont été déclenchées dans le Donbass contre des civils russophones, on n'était pas déjà en situation de guerre en 2014. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette énième théorie du complot est avérée exacte. Vous avez compris maintenant l'heuristique, quand vous avez des terroristes intellectuels qui disent que c'est une théorie du complot, investiguez, direct. Dites-vous, ça veut dire que c'est une théorie sérieuse. Ils ont eu la courtoisie de mettre un coup de stabilo sur la théorie pour que j'aille vérifier par moi-même si elle était sérieuse ou pas. C'est censé être un feu rouge de la pensée, brûlez les feux rouges de la pensée. Un feu rouge d'un terroriste intellectuel, foncez droit dedans, parce que en général derrière vous avez une histoire qui est intéressante, typiquement l'affaire Epstein, typiquement l'affaire du portable de Biden, etc. Et donc maintenant ces 14 bases de la CIA dans le Donbass, entre autres, pas les 14 dans le Donbass, mais notamment dans le Donbass. Alors, soit c'est Putin is the new Covid, et on va confisquer les libertés dans tous les azimuts, soit c'est, pour de vrai, à la démographique, une bonne guerre mondiale ferait du bien à tout le monde. Alors ce genre de grosses conneries était dite par des esprits sérieux
même avant la Première Guerre mondiale. Vous aviez même des gens comme Henri Bergson, qui est quand même pas un idiot fondamentalement, qui disait oui, il faut savoir embrasser la guerre dans toute sa sauvagerie. Voilà, pendant l'autre avant-guerre, comme l'appelait Henri Guillemin, Henri Bergson vous sortait ce genre de conneries. Vous aviez des gens qui disaient mais ça ferait du bien une bonne guerre. Alors côté russe typiquement à l'époque, le tsar, dont on sait bien entendu qu'aujourd'hui on pourrait l'appeler quasi fasciste dans la structure du gouvernement russe, et puis le fait qu'on avait tout de même un quasi-servage, même si le servage avait été aboli en Russie, la situation concernant les libertés fondamentales n'était pas exceptionnelle en Russie, eh bien vous aviez toute l'élite militaire russe qui disait au tsar « Mais bien sûr, c'est une bonne chose pour cette démographie envahissante et préoccupante avec ses revendications sociales. Ce serait bien une bonne guerre, qui ne peut être que victorieuse, vous l'imaginez bien, et donc allons-y gaiement ». Et puis 17 millions de morts plus tard, Première Guerre mondiale qui entraîne la Deuxième, qui entraîne la guerre froide, qui entraîne toutes les guerres du XXe siècle, y compris bien sûr celle de décolonisation. Des gens disaient « une bonne guerre nous ferait du bien ». Donc l'argument démographique était déjà très à la mode parce que le malthusianisme, évidemment, était à la mode à la fin du 19e siècle. Vous avez trop d'inutiles, darwinisme social, mettez-leur un fusil entre les mains, laissez-les se purger entre eux, parce que toutes ces classes laborieuses et emmerdantes ont besoin d'être saignées, un peu comme au Moyen-Âge, pour pouvoir faire tourner la société correctement. Vous avez des gens qui continuent à penser ça, modulo les armes nucléaires, ça les dérange pas, ça. Vous avez Harari qui nous dit qu'il y a trop d'humains sur Terre et qu'il y a plein d'inutiles. Je vous rappelle les Georgia Guidestones qui ont été détruites récemment, de toute évidence pour effacer les conneries qui étaient écrites dessus, et je vous le rappelle, maintenez la population sous les 500 millions. Donc on est trop sur Terre. Et certains événements récents n'ont pas suffi à juguler la population mondiale. Alors une bonne guerre mondiale, là on va parler en milliards, ça devrait nous permettre d'obtenir un gouvernement mondial d'une part, et puis d'autre part, un contrôle de la population définitif à la 1984, parce que il n'y a rien de mieux pour arriver sur Orwell qui fait l'amour à Aldous Huxley qu'une bonne guerre mondiale. Vous aurez d'un côté une abolition des libertés publiques, ça c'est Orwell, et avec un contrôle total de votre façon de penser, ça c'est déjà le terrorisme intellectuel qu'on a aujourd'hui, mais on va aller encore plus loin. Et puis vous aurez Aldous Huxley avec les alphas, les bêtas, les gammas que vous avez dans donc Le meilleur des mondes, A Brave New World, où vous avez donc des classes biologiques qui sont contentes de leur sort, qui sont dirigées par une hyperclasse, les Alpha+, qui peut compter sur cette espèce de prolétariat génétiquement foireux, qu'ils contrôlent aussi bien intellectuellement que biologiquement. Aldous Huxley, Orwell, on nous avait prévenu, on est en train de le voir sous nos yeux aujourd'hui se déployer. Donc aujourd'hui, Screw Your Freedom, ça y est, c'est rentré dans la tête des gens. Et bientôt, ça sera screw ceux qui ne veulent pas faire la guerre au grand méchant Poutine. Donc il va falloir vous embarquer. Comme ça se fait en Ukraine, ce serait bien que ce soit à l'échelle européenne, bien entendu. Et troisième guerre mondiale, why not ? Vous avez des gens qui pensent comme ça. C'est pas une blague. Vous avez vraiment des gens qui pensent comme ça. Alors l'autre possibilité, bien sûr, c'est que ce soit juste un épouvantail pour confisquer les libertés publiques, avoir Orwell et Aldous Huxley, mais sans la guerre. C'est une possibilité. Comme ça, après 6 ans où on aura tous entendu dans les grands médias et avec les terroristes intellectuels pour rabattre les réfractaires, on aura tous entendu c'est imminent, la guerre nucléaire arrive, Poutine va nous frapper, vraiment comme pendant la pire terreur des années 50 aux États-Unis, où on fera même des exercices. Ça aussi, c'est repéré par Maître Deharorekia et Ariane Biran dans les textes de loi. On a maintenant des directives aussi qui nous disent à l'école, il faudra faire des entraînements militaires, les casernes devront être mises à la disposition des civils. Donc vraiment, on va créer une période de tension où la dernière chose à laquelle vous pourrez penser, ce sera vos libertés et vos acquis, alors là, et vos économies et votre propriété, parce que la propriété, c'est aussi une liberté fondamentale. Non, ça sera la dernière chose. Et puis, en admettant même que vous y pensiez, vous serez immédiatement dans une posture de vous dire « méchant, vous vous frapperez vous-même. C'est méchant, t'as pas honte pendant qu'il y a des gens qui meurent ou pendant que Poutine s'apprête à nous égorger tous. T'as pas honte de penser à ta maison, t'as pas honte de penser à ta liberté, t'as pas honte de penser à ta propriété. T'as pas honte de penser à ton individualité ? T'as pas honte de penser au fait que tes enfants n'aillent pas à l'exercice militaire ? T'as pas honte ? Screw your freedom, c'est ça qui va se passer. T'as pas honte ? Et ça, c'est profondément en cours d'ancrage dans la tête d'une majorité puissante de la population. Et c'est l'abomination qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc soit l'hyperclasse est en train de placer ses jetons législatifs
ces pions sur l'échiquier, juste pour confisquer les libertés publiques sans guerre mondiale, soit c'est pour vraiment les utiliser pendant une guerre mondiale. 500 000 € d'amende, 5 ans de prison si vous refusez d'être envoyé au front, si vous refusez une réquisition. Et la réquisition est motivée d'un point de vue légal par des choses entièrement vagues, comme les engagements de la France vis-à-vis de ses alliés, l'OTAN du coup, ou bien une menace qui semble sérieuse, qui semble crédible. Ah là, ça justifie une réquisition, vous envoyez au pas de loi dans des casernes. C'est gravissime. C'est gravissime. Donc, soit cette réquisition va être faite par épouvantail, soit vous avez vraiment une classe qui se dit « Écoutez, nous, on a érigé les Georgia Guidestones pour bien signifier que la population mondiale ne devrait plus jamais en tout cas dépasser les 500 millions », ce qui signifie un génocide à une échelle jamais atteinte et envisagée dans l'histoire humaine. Soit, simplement, c'est un épouvantail pour confisquer les libertés publiques. Et entre les deux, n'oublions jamais que la guerre a une existence propre. La guerre est comme un feu. L'homme a domestiqué le feu, mais depuis qu'il a domestiqué le feu, il a quand même besoin de pompiers. Des fois, le feu, tout domestiqué qu'il est, nous échappe. Des fois, l'énergie nucléaire, toute domestiquée qu'elle est, nous échappe, typiquement Tchernobyl. Et des fois, la volonté de contrôler une guerre pour obtenir quelque chose de politique, ça nous échappe aussi à toutes les échelles. Regardez comment Netanyahou en Israël espérait atteindre des objectifs politiques et les vendre à sa propre population qu'il a complètement baisé, pardonnez-moi, à partir du fait de faire monter le Hamas, par exemple. Aujourd'hui, ça lui a complètement échappé. Cette situation est hors de son contrôle. Mais il n'ose absolument pas l'admettre à ses propres électeurs, mais c'est la situation actuelle. Bon, ça, c'est petite échelle. Un peu plus grand, vous aviez Napoléon III, l'impératrice Eugénie, qui pensait vraiment qu'une bonne guerre avec l'Allemagne permettrait de faire remonter la popularité de son époux. Et puis, ça a précipité la fin du Second Empire. Donc souvent, on croit qu'on va pouvoir utiliser la guerre. Je vous ai parlé du cas des militaristes, aussi bien au Japon d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale que avec le tsar pendant la Première Guerre mondiale. Ça leur a complètement échappé parce que l'être humain croit, depuis la bataille de Megiddo, qui a donné le mot Armageddon, qui est considéré comme une des premières grandes batailles rangées de l'histoire. Depuis la bataille de Megiddo, l'humain croit qu'il peut contrôler la guerre, alors qu'en fait c'est la guerre qui le contrôle, systématiquement. C'est la guerre qui contrôle l'humain et qui fait de lui, pardonnez-moi, sa bitch. C'est pas l'humain qui contrôle la guerre. À chaque fois, il le croit. À chaque fois, c'est elle qui gagne. Donc, la troisième voie, c'est on utilise la guerre mondiale comme épouvantail pour confisquer les libertés publiques, pour imposer les monnaies de banque centrale, pour créer un régime fasciste. Soit, il y a vraiment la guerre mondiale, on en profite parce que la guerre mondiale, c'est mieux qu'un virus qui ferait 10% de morts ou 20% de morts, parce que ça, vous n'êtes pas à l'abri vraiment d'un coup d'État, d'une guerre civile. Si d'abord, vous avez mis tout le monde sous uniforme, réquisitionné tout le monde, mis tout le monde au pas, là, un coup d'État, une guerre civile est beaucoup plus difficile. Donc je pense que si des gens voulaient d'aventure réduire la population mondiale, je vous renvoie aux excellentes saillies et sorties du prince Philippe qui disait « Moi j'aimerais bien être réincarné en virus géant parce qu'il y a trop d'humains sur Terre » alors que le type était un des gars sur Terre qui avait la plus grosse empreinte, mais bon, passons. Eh bien, sachant que cette classe existe, qui dit de façon répétée qu'il y a trop d'humains sur Terre, eh bien oui, une guerre mondiale est plus sympa qu'un virus mortel, parce que le virus mortel peut mener à des pertes de pouvoir, alors que la guerre mondiale, non, puisque d'abord, vous créez un régime fasciste, total et totalitaire. Et entre les deux, vous avez la possibilité que la guerre se déclenche toute seule, et qu'elle rase tout, et que de façon non contrôlée, qu'on arrive à un monde apocalyptique, la célèbre phrase d'Albert Einstein, « Je ne sais pas comment se déroulera la troisième guerre mondiale, mais la quatrième se fera avec des bâtons et des arcs. » Alors voilà, je ne pensais pas ouvrir un jour une vidéo là-dessus. Soit c'est du bluff pour confisquer vos libertés, soit on va tout droit, la fleur au fusil, comme dans toutes les autres guerres mondiales. Droit au but, vers la guerre la plus abominable de l'histoire humaine. En définitive, rappelez-vous que les crises mondiales sont toujours les meilleures opportunités de gouvernance mondiale, pour ne pas dire bien sûr de dictature mondiale. Parce que ce ne sera pas une démocratie, la gouvernance mondiale, oubliez ça. Sauf si c'était une gouvernance avec la souveraineté entre les deux, comme l'esprit ou une certaine interprétation de l'esprit des Nations Unies voulait au départ le consacrer. Une gouvernance mondiale à une certaine échelle, parce que oui, nous sommes tous les mêmes passagers d'un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, mais entre les deux, un niveau de souveraineté intermédiaire. Pas un broyage massif de l'individu dans une hyperstructure mondiale qui ne
pourra pas devenir autre chose que fascisante, parce que comme le disait le baron Acton, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Or, le pouvoir d'avoir une seule gouvernance mondiale corromprait tellement que jamais les libertés individuelles ne pourraient être respectées, et encore moins la souveraineté des peuples, qui est pourtant un principe reconnu par les Nations Unies. Alors, les guerres mondiales ont été les meilleures crises mondiales. Les crises mondiales sont les meilleures opportunités de gouvernance mondiale, typiquement le Covid, mais avant la Deuxième Guerre mondiale. Les guerres mondiales sont les meilleures crises mondiales. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on fait l'ONU, c'est après la Première Guerre mondiale qu'on fait la Société des Nations. L'ONU est devenue beaucoup plus contraignante que la Société des Nations. Mais qu'est-ce qui a empêché les Nations Unies de devenir des États-Unis du monde? Ce qui était pour certains leur but, en particulier l'appréciation qu'en avait la famille Rockefeller. C'est pas pour rien qu'elle a fourni le terrain sur lequel va être construit, bien sûr, le siège des Nations Unies à New York. Pourquoi les Nations Unies donc ne sont pas devenues les États-Unis du monde ? Parce que ce rêve totalitaire a été bloqué par l'URSS. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche une gouvernance mondiale avec des monnaies de banque centrale, une restriction, un passeport qui permettrait, et puis des villes de 15 minutes bien sûr. C'était une théorie du complot aussi, rappelez-vous, donc c'est quelque chose qu'il fallait investiguer. La perspective qu'on nous parque dans des smart cities qui seront en fait des camps de concentration déguisés. J'aime bien comment un jour, un diplomate français m'avait résumé Singapour, qui est pourtant pour l'instant une très belle ville. Singapour, c'est Disneyland avec la peine de mort. Là, rapidement aussi, les Smart Cities, ça deviendrait Disneyland avec la peine de mort et George Orwell qui fait l'amour à Aldous Huxley. Pour justifier tout ça, rien de tel qu'une bonne guerre. Mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui ? Des pays non alignés. Des pays qui disent non, nous on n'est pas d'accord avec vos conneries, on n'était pas d'accord avec les conneries de l'OMS, on n'est pas d'accord non plus avec ce que vous voulez imposer au monde. Et on a des banques centrales qui sont indépendantes de votre système de banque centrale de l'extrême occident qui contrôle l'essentiel de l'économie mondiale, ou plutôt qui prétendait la contrôler jusqu'à ce que les BRICS décident de dédollariser le monde. Les crises sont les meilleures opportunités de gouvernance mondiale, les guerres mondiales sont les meilleures opportunités de crise. Et puis on n'a jamais eu de dette aussi élevée qu'aujourd'hui. Et à chaque fois que la dette a explosé, on a eu des guerres. À chaque fois, même avant l'ère industrielle. Je veux dire, c'est la dette accumulée par la France pour son engagement dans la guerre d'indépendance américaine qui a précipité la Révolution. Ce sont des niveaux de dette qui ont précipité ensuite les guerres napoléoniennes, bien entendu, puisque c'est pour regarnir les caisses de la France que Napoléon est parti à la conquête de l'Europe, pas pour propager l'idéal de la Révolution. Soyons un peu sérieux 2 minutes. Et puis ensuite, toujours, les niveaux de dette ont mené à la guerre. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, beaucoup de gens misent sur une Troisième Guerre mondiale. On est en train de nous l'imposer d'abord par les éléments de langage. Screw your freedom, le réarmement démographique, les réquisitions, la loi de programmation militaire, le vocabulaire qui est en train de percoler lentement dans le discours politique, dans le discours en particulier de l'exécutif, mais aussi des corps constitués, mais aussi bien sûr de la presse milliardaire de l'extrême occident, qui n'est là que pour répéter la doxa du pouvoir et faire en sorte d'enfermer les humains soit dans la pire confiscation de liberté publique de l'histoire de l'Europe, soit dans la Troisième Guerre mondiale.